Bonjour. Ah, on part sur des parties naturels. Et donc, objectif de cette première vidéo, parce que ça me fait rire et qu'en fait, je ne sais pas quel sera le but de cette chaîne, à part que j'aime bien faire des vidéos et que ça me fait kiffer de parler de livres. Donc, chose que j'aime trop faire à la fin de l'année et que je fais pour moi tout seul ou mes proches quand ils sont attachés à une chaise. C'est la petite tier list de fin d'année de toutes mes lectures. Donc, ne perdons pas plus de temps puisqu'après tout, on est là pour ça. L'idée est que je vais d'abord vous présenter ces merveilleuses catégories que vous voyez ici sur l'écran. Je me suis tout à fait inspiré de Drag Race pour les catégories, et pour ceux qui comprennent, bravo. Comme on dit sur internet, vous êtes les GOAT, même si je trouve cette expression ridicule. Nous avons en haut, You're perfect, you're beautiful, you look like Linda Evangelista. Donc de Aja dans la saison 9. You're perfect, you're beautiful, you look like Linda Evangelista, you're a model. Ensuite, on a le Stunning de Monique Hart, qui s'appelle maintenant Mo Hart. Ah, brown cow, stunning. Le fameux Wake Up Pearl pour les lectures où il manque quelque chose, mais il y avait quelque chose déjà de bien. Wake up, Pearl. Wake up. J'aime vraiment beaucoup celle-là. C'est What do you do successfully que dit Bianca. J'ai un trou. Faux fan, bravo. Let me ask you a very fair question. What do you do successfully? Quickly. Ensuite, puisque j'avais trop de citations que je voulais mettre, j'ai mis 6 catégories. On verra si c'était une mauvaise idée ou pas au fil de la vidéo. On a le Beach Glamour Wear qui c'est de Bob the Drag Queen qu'elle dit dans le pit stop. Okay, first of all, bitch glamour wear. Et le Jesus Gross de Torji Sor. Oh, Jesus, gross. Ok, allons-y, n'est-ce pas? Commençons par la fantaisie de Anne Maison. J'ai fait un vieux blanc. J'étais en train de réfléchir déjà, c'est bien parti, cette vidéo va durer des heures. Ah! Donc 50 questions, c'est une collection de non-fiction là, et elle c'est Anne Besson qui est quand même connue dans le milieu de l'imaginaire, en tout cas c'est Lorraine des mots de l'imaginaire qui m'en parle. Ouais, je l'ai au téléphone. Qui en parle dans ses vidéos, et c'était intéressant et en même temps pas incroyable. Je dirais que j'ai envie de lui donner un peu cette idée de c'était bien, il aurait fallu un peu plus. Et puis bah voilà, ça a été écrit je crois en 2004 celui-là ou quelque chose comme ça. Enfin c'est plus trop sur l'actualité de la fantasy, mais c'était assez intéressant. Anne Besson parle très bien de la fantasy, c'est assez agréable d'avoir disons quelqu'un qui s'attelle au genre de l'imaginaire de manière assez sérieuse et qui arrête de le prendre comme un genre enfantin, etc. Enfin. Ensuite, nous avons le premier tome de Tara Duncan que j'ai relu cet été aussi. Parce que, je sais pas, j'étais dans un optique de relire un peu les livres de ma jeunesse. Et c'est vrai que, c'était peut-être à chier, mais j'en gardais un tel souvenir, comme quoi c'était incroyable, enfant. Et c'est vrai qu'en fait, alors c'est Anne-Sophie Manoukian, je crois. Alerte au gogol, les enfants. Attendez, je vais ouvrir mon Notion à côté, ça va être top pratique. Et ben voilà, c'est pas du tout ça. C'est Sophie Audouin, Mamie Cognan. Donc vraiment, on n'a rien de bon. C'est pas grave. Vraiment, préparation zéro pour la vidéo. Oui. Le tome 1, il y avait des bonnes choses. Ça se lit simplement, etc. En fait, juste, il n'y a pas d'histoire. Parce qu'il y en a une, mais t'as l'impression qu'elle a essayé de faire un puzzle avec plein d'idées qu'elle a eues. Et à la fin, tu regardes ton puzzle et mais qu'est-ce que c'est que cette image? Ça ne ressemble à rien du tout. Enfin, voilà, il y a des bonnes idées, mais j'ai envie de dire pourquoi c'était aussi populaire à l'époque, quoi. Franchement, c'est pas de la bonne jeunesse. Et lecture du book club.
que j'avais lu en anglais, donc Convenience Store Woman. Bon, moi j'ai pas aimé, hein. Je l'avais déjà dit sur le Discord à l'époque, mais j'ai pas trouvé ça top. Les personnages m'ont pas du tout accroché, et au final j'ai trouvé ça court pour pas dire grand chose, quoi. Conclusion assez random, enfin, j'ai pas aimé. Et je trouve que tout le monde le survend un peu, donc je vais le mettre dans Beach Glamourwear là parce que... Donc nous avons le Puits de l'Ascension. Donc c'est vrai que j'ai lu pour le coup pas mal de Sanderson en début d'année là. Et on va tous les avoir dans le désordre, donc ça va être top. Donc le Puits de l'Ascension, c'est le tome 2 de Fils des Brumes. Allez, j'ai quand même pas mal aimé le 2. Je les mettrai peut-être pas tous là-haut, mais... Bon, ensuite on a La Maison des Feuilles, ça... Non, voilà, merci. Ce sera pas ma meilleure lecture de l'année, mais c'était tellement incroyable comme expérience de lecture. En fait, rien que pour cette expérience-là, il faut le lire. Mais du coup, c'est comme... il va y avoir la trilogie Laurent Parsud, là aussi, que j'ai lu récemment. C'est des lectures qui sont inconfortables, donc c'est pas forcément un moment agréable de lecture, mais c'est un moment incroyable de lecture pour le coup. Enfin, je me souviendrai tout le temps de cette foutue lecture où je tournais le bouquin dans le métro, j'avais l'air teubé, enfin c'était assez incroyable. Ensuite, on a La prochaine fois que tu mordras la poussière, que j'ai lu grâce à Cornelius. Je sais pas, au début de ma lecture, je trouvais ça un peu voyeuriste. Enfin, moi je me sentais un peu comme un voyeur d'avoir autant accès à son intimité. Je me disais, bah, enfin, c'est un peu brut de café, quoi. Et honnêtement, j'ai été très touché par son témoignage. Donc, ce qui fait que moi, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Je vais le mettre là-haut, hein, mais c'est pas une lecture facile, moi, je trouve, hein, à éviter si ça ne va pas très bien dans vos vies en ce moment. Ah, cet été aussi, donc j'ai lu Premier de cordée de Frise en Roche pour faire plaisir à mon père, mais il se trouve que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire, du coup... Est-ce que j'ai fait un résumé de tous? Non, mais parce que je partais du principe qu'ils étaient connus. Eh bien, c'est pas grave, on apprend ensemble comment faire une vidéo YouTube. Sure, Jan. Donc, Premier de cordée, c'est l'histoire de guide de montagne. Donc, il se passe une tragédie au début du livre. Et en fait, ça va être un peu toute l'évolution d'un personnage. Comment outrepasser justement un peu le trauma, comment aller au-delà des difficultés. Enfin, c'est un livre un peu qui montre comment se dépasser, comment s'appuyer les uns sur les autres, comment en même temps être réaliste sur les dangers de la montagne. Enfin, c'était assez bien, honnêtement. Je m'attendais pas à autant aimer. Je le disais vraiment pour faire plaisir à mon père, en mode bon, allez, vas-y. Et en fait, j'ai été pris dedans, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et c'est vrai que c'était des personnages très profonds. Je m'attendais à ce que ce soit un peu des caricatures. Oui, bon, je suis un bonhomme et je fais de la montagne. Oh, j'ai aucun problème. Et en fait, c'est justement des gens qui doivent affronter leur peur de la montagne et tout. C'était assez profond. J'ai bien aimé. Nous avons ensuite Moi qui ai souri le premier de Daniel Arsan, que j'avais découvert sur la chaîne de Flowfly. Et j'ai trouvé ça un peu badant quand même. C'était bien, hein. Et en même temps, comment je jauge le témoignage de quelqu'un. Enfin, c'est vraiment du coup Daniel Arsan qui raconte 3 de ses rencontres affectives, /sexuelles, pas hyper toujours positives. Et attends, je vais le reposer parce que je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais non, c'était émouvant, dur. Et en même temps, pourquoi je le mettrais dans Wake Up Pearl? Qu'est-ce que je voudrais qu'il fasse de plus? À part avoir des expériences de vie positives à partager. Donc non, c'était stunning, je pense. Mais pas facile aussi à lire. Ok, ensuite nous avons L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. Ah, on va commencer à rentrer dans les dilemmes. C'est une amie cet été qui a bossé avec moi à la librairie, puisque donc je bosse l'été en librairie chez mes parents. C'est elle qui m'a dit c'est incroyable, c'est mon coup de cœur, etc. Il faut que tu le lises, et elle me l'a offert d'ailleurs. C'est l'histoire donc d'un vrai fait divers. Donc c'est un gars qui un jour a tué donc toute sa famille, ses enfants, sa femme et ses parents, et a essayé de se tuer lui-même, mais ça n'a pas marché. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il mentait depuis 30 ans, je crois, sur toute sa vie. En fait, il faisait croire à tout le monde qu'il était médecin, qu'il bossait pour l'ONU,
Et en fait, il allait se garer sur un parking toute la journée, puis rentrer chez sa famille, et ainsi de suite. C'était fascinant, ce fait divers. On ne comprend pas comment on peut mentir 30 ans, enfin, comment on peut en arriver là, comment on peut mentir autant, et vraiment, ça vaut le détour. Rien que pour la prose aussi, qui est très belle, j'ai trouvé. Bon, je vais le mettre, c'est pas du tout le même style, mais je pense que j'ai préféré, enfin, j'étais plus pris dedans que le Puits de l'Ascension, parce que c'était aussi un peu plus court. Ah, ça va me poser problème. Et ils sont tous bien, ceux qui sont dans cette catégorie. Ok, continuons. Ensuite, nous avons Holopox, qui est le tome 3 de Nevermore. Je les ai bien enchaînés en fait cet été, et celui-là, il a traîné en longueur parce que je l'ai surtout écouté. Mais il est top, il est assez incroyable. C'est vraiment pour moi l'héritier d'Harry Potter, le vrai. Pas Tara Duncan, hein, SOS. C'est incroyable, je trouve. Vraiment, le tome 1 est celui qui je le trouve le moins bien. Le 2 est incroyable, le 3 est incroyable. Et dans le 3, il commence à y avoir des sujets adultes en mode waouh, tu t'y attends pas, hein, c'est vénère, et je pense que j'ai préféré. Peut-être que le Puits de l'Ascension va finir par descendre. C'est bien Sanderson, mais c'est toujours la même chose, quoi. Il faut s'y faire. Ensuite, nous avons Paris-Briançon de Philippe Besson. J'ai eu pas mal de Philippe Besson cette année. Il est bien, hein. Moi, franchement, c'est court. L'avantage des livres de Philippe Besson, c'est que c'est court, c'est bien écrit. Et là, l'intrigue narrative est pas mal. Donc, on sait qu'il y a plein de personnages rentrent dans le train de nuit qui fait Paris-Briançon. Il y en a qui vont mourir, on ne sait pas pourquoi ni comment. Et on les suit tous les uns après les autres. Voilà un peu leur vie, pourquoi ils sont là, où est-ce qu'ils vont, etc. Et il suffit pas beaucoup de pages pour être investi émotionnellement dans leur vie et dans leur drame. C'était top. J'espère que ça va aller pour le son. Je suis en train de me dire. On verra. Bon, Dîner à Montréal, c'est l'histoire de Philippe qui va à Montréal pour une signature de livre, etc. avec son mec. Et qui retombe sur un ex à Montréal, et ils décident de dîner ensemble avec donc la femme de cet ex et le mec actuel de Philippe. Et c'est un peu règlement de compte, c'est un peu retour sur le passé, etc. Et j'ai particulièrement aimé, je crois, Dîner à Montréal, peut-être même plus que Paris-Briançon, parce que Paris-Briançon, j'aimais bien le mystère, mais au fond, je me demande si j'aime pas mieux quand Philippe Besson parle de lui. Ensuite, on n'est pas couché, hein. Non. Normal People de Sally Rooney. Bon, alors ça, typiquement, je le mettrais dans Wake Up Pearl. C'est impressionnant comment Sally Rooney arrive à faire des personnages très tridimensionnels. Mais fondamentalement, c'est une histoire chiante. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de rebondissement. On suit juste deux personnes sur plusieurs années de leur vie et comment ils s'éloignent, ils se rapprochent, ils s'éloignent, ils se rapprochent, etc. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se trouver ça extrêmement chiant. Et je comprends pas pourquoi c'est celui dont on parle le plus, j'ai envie de dire, de Sally Rooney. Parce que c'est vraiment pas celui que j'ai préféré. C'est ça, c'est vraiment le titre, c'est Normal People, donc c'est vraiment du quotidien, un peu chiant. Mais c'est pas nul, mais c'est pas passionnant non plus. Ensuite, passons aux Jumeaux du Paradoxe qui fait partie vraiment, je pense, de mes pires lectures de l'année. J'ai envie de le mettre dans Jesus Grows parce que j'ai été tellement déçu. En fait, le problème il est là, c'est qu'on me l'avait vendu comme de la science-fiction, on m'avait vendu en tout cas comme de la littérature de l'imaginaire. Et on me l'avait vendu comme étant similaire à La Maison des Feuilles. Donc bon, on s'est foutu de ma gueule. C'est des textes collés, c'est un espèce de puzzle de textes. En fait, il y a un mec sur Internet qui décide de rassembler 3 œuvres qui racontent la même histoire. Et du coup, on suit en fait des morceaux, on suit l'histoire chronologique de A à Z en lisant des morceaux de telle ou telle œuvre. Mais fondamentalement, c'est l'histoire de 3 personnes qui se retrouvent à cause du décès du père de 2 jumeaux, donc d'où les Jumeaux du Paradoxe. Et en fait, c'est des gens chiants, désagréables, pas très agréables à suivre du coup.
Et il se passe rien, il n'y a pas vraiment de mystère, ou alors c'est quand ils disent la réponse au mystère, t'es en mode, oui, enfin, c'était assez évident, je pensais qu'il y avait un vrai mystère du coup, mais en fait non. Get a Jade. À choisir, je sais pas qu'est-ce que j'ai moins aimé entre Convenience Store Woman ou les jumeaux du paradoxe, mais j'étais tellement déçu des jumeaux que... Alors, ensuite nous avons Récitatif, que j'ai écouté parce que ça fait partie des audiobooks assez courts. Et dans Récitatif, on suit en fait 2 amis, sauf qu'on ne sait pas qui est noire et qui est blanche. Et c'est assez intéressant sur ce qu'on se représente du racisme, etc. Enfin, ça remet pas mal de choses en cause, en question. Est-ce qu'à chaque fois que tu te dis « Ah, je crois avoir ciblé à peu près qui est qui », en fait, il y a toujours un truc où tu dis « Ah, en fait, non, ça se trouve pas du tout. » Enfin, en fait, ça te fait toujours un peu questionner voilà, tes préjugés. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme lecture. Et c'est top, en vrai. Je vois pas pourquoi je le mettrais pas dans Stunning. En même temps, c'était pas non plus un coup de cœur, mais voilà. C'est pour ça que Stunning est là. Ensuite, nous avons Jeu de masques, donc qui est le tome 5 de Fils des Brumes, donc qui se passe dans la 2e ère. Et bon, Jeu de masques, c'est pas mal. C'est celui qui m'a déçu au point que du coup, je me suis arrêté en mode bon, j'en ai marre là de Sanderson parce que j'ai vraiment enchaîné 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai fait bon, stop, j'en ai marre. Pour moi, c'est Wake Up. Mais j'aime bien cette 2e ère quand même. J'aime bien les personnages. J'aime bien surtout ce nouveau cadre, la manière dont il utilise les pouvoirs. Enfin, c'est assez intéressant. Chien du Home de Justine Niogret. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une lecture qui m'a beaucoup surpris parce que à lire le derrière, je m'attendais à une histoire un peu de voilà, la vengeance et pas du tout. Alors là, pas du tout. À chaque fois que je pensais que l'histoire allait aller dans un sens, elle allait dans un tout autre sens. Pas nul, mais du coup, je savais jamais à quoi m'attendre. J'avoue que Justine m'a charmé par son humour dans le petit glossaire à la fin où elle écrit comme elle parle, et j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Et au-delà de ça, son écriture est très belle. J'ai beaucoup aimé. Ça a donné beaucoup de saveur à l'histoire. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. En fait, ça m'a fait rire. Mais pourquoi c'est un livre? Enfin, voilà. Je comprends pourquoi tout le monde dit « Ah, c'est incroyable, etc. » Parce que c'est vrai que c'est drôle. Mais je n'ai pas compris pourquoi... Qu'est-ce que c'est que cette histoire et pourquoi il y avait une histoire, en fait. Enfin, voilà, c'était drôle. C'est tout ce que je peux dire. Donc, n'hésitez pas à essayer si ça vous tente. Mais j'avoue que moi, j'ai un peu l'impression d'être passé à côté. Ensuite, nous arrivons à Apostasie de Vincent Tassi. C'était vraiment sublime. Assez incroyable. Et je pensais que j'allais le mettre dans Stunning, mais plus j'y repense, je crois que j'ai vraiment beaucoup aimé quand même. Juste à la fin, j'étais un peu lassé de ce côté doucereux, de ces personnages mélancoliques au possible. J'en avais un peu marre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Apostasie de Vincent Tassi, il s'agit de l'histoire de Anselme qui entre dans la Sylve Rouge, qui est donc une espèce de forêt magique, et où il se perd et il finit par rencontrer un vampire. Et s'ensuit des mésaventures, des histoires qui se racontent. C'est pas mal, hein. Je sais pas si je le vends très bien, mais donc c'est très beau. La prose de Vincent Tassi est assez incroyable, vraiment pour le coup, c'est très très beau. Et j'ai été complètement pris dans les histoires. J'ai été très surpris à un moment d'un retournement de situation quand j'aurais vraiment pu voir à des kilomètres. Mais je suis complètement tombé dans le panneau. Donc ça, j'étais très content. J'aime beaucoup comment ici, il a remis un peu l'horreur dans la figure du vampire qu'on oublie, je trouve. Voilà. J'ai eu peur. Il y a des livres qui tombent dans ma chambre. Non, en vrai, effectivement, ça mérite sa place dans You're Perfect. Continuons. 6 versions, les disparus du monde, je sais plus quoi. J'ai été attiré par ce livre parce que j'adore les podcasts, j'avoue. Et c'est un récit qui s'écrit sous la forme d'un podcast.
Et donc, c'est l'histoire d'une disparition 20 ans plus tôt d'un jeune. Et 20 ans plus tard, il y a un gars qui décide de faire un podcast sur cette histoire et de retrouver donc 6 témoins de cette disparition pour essayer de résoudre l'enquête. D'où les 6 versions. Et je me suis un peu fait chier. En fait, j'adore le format. J'adore le format du podcast. Et donc, j'adorais lire les épisodes, etc. Et d'ailleurs, il y a des petits encas entre les épisodes qui ne sont pas des épisodes. Et ça, je trouvais ça chiant. Ça va aller dans What Do You Do Successfully. Parce que il y a du potentiel, mais c'était pas assez bien pour moi et pour les attentes que j'en avais. Alors, continuons. J'ai lu Citadin de demain. C'était quoi, en juin-juillet, ça, pour le coup. Après avoir lu Sans Cité avec le book club de Paper Palace, n'est-ce pas? J'ai bien aimé, mais c'est vrai que plus j'y repense, plus je me rappelle être un peu saoulé par l'histoire. Il y a des très bonnes idées. Il y a un final ouf, explosif. Et des personnages très très bons. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, je m'en rappelle maintenant, c'est la manière dont elle fait évoluer petit à petit ses personnages. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Citadin de demain, c'était bien. J'hésite entre tout début de Wake Up Pearl ou toute fin de Stunning. Allez, je vais mettre toute fin de Stunning pour le moment. Alors, Autorité. Autorité, donc c'est le tome 2. Donc de la suite de Annihilation, qui est juste là, je vais les mettre ensemble parce que je vais en parler ensemble. J'ai préféré quand même Annihilation. Donc, dans Annihilation, on suit donc 4 femmes qui vont explorer la zone X, qui est une zone qui a apparu et dont personne n'arrive à comprendre la cause et ce qu'elle est. Toute la trilogie au Rempart Sud est un peu un plongeon dans un grand bassin où on n'a jamais pied, donc on n'a jamais de certitude, on a 10 fois plus de questions que de réponses, et les réponses parfois n'en sont pas, et il y en a qu'on n'aura jamais. Enfin, c'est très très déstabilisant, c'est limite parfois plus bizarre que La Maison des Feuilles, où malgré toute la bizarrerie de la forme, le fond est quand même plutôt clair. Là, le fond dans Annihilation, Autorité, donc les derniers c'est Acceptation, c'est très très dérangeant, très étrange, parfois flippant. Donc dans le tome 1, ça se passe dans la zone X. Dans le tome 2, on va suivre des personnages au sein du Rempart Sud, donc qui est l'institution qui organise les expéditions au sein de la zone X. Et là, moi, ça m'a donné des vibes de Sévrance, la série. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est incroyable cette série. C'est une de mes séries préférées, je pense, de ma vie. Et donc, dans le tome 2, effectivement, c'est ce côté très étrange, parfois, de l'administration, de la bureaucratie, dans un espèce de Rempart Sud. On ne sait pas trop ce qu'il fait, on ne sait pas trop à quoi ça sert, etc. J'avais Avant de dormir, il est très, très calé pour nous mettre mal à l'aise. Alors ça, c'est impressionnant. Vraiment, j'ai été bluffé par ce livre. Ensuite, nous avons Décomposé par Clémentine Beauvais. J'adore Clémentine Beauvais. J'ai notamment donc été extrêmement touché par Sainte Marguerite Marie et moi. Décomposé, c'est de la poésie en prose. Parfois pas en prose, mais enfin, c'est poétique. C'est un texte poétique. Où Clémentine Beauvais s'intéresse au cadavre qu'il y a dans le poème Une charogne de Baudelaire, où il passe avec sa nana là devant un cadavre en lui disant tiens regarde t'es comme ce cadavre, etc. Donc très sympa. En fait Clémentine Beauvais lui donne une histoire, pourquoi elle est là, pourquoi elle est morte, qu'est-ce qu'elle était avant, etc. Et c'était pas mal du tout. J'aime beaucoup comment elle a rendu ça, c'était très beau. Ouais, ça vaut un petit stunning, c'est pas un coup de cœur incroyable parce que voilà, ça a fait son job et ça l'a fait très bien. Mais voilà, ça vaut vraiment le détour, je trouve. Donc nous arrivons à Où es-tu mon admirable de Sally Rooney. J'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup. Moi j'ai trouvé ça incroyable, le talent qu'elle a eu pour dépeindre notre société vraiment comme en 4K, Full HD, et avec ces 2 personnages un peu centraux, donc qui sont 2 meilleurs amis qui s'envoient des mails, et leur amitié, leur relation, les problématiques qui les touchent, tout ça, moi en tout cas ça m'a beaucoup parlé de là où j'en suis dans ma vie, etc. Et je trouve ça super touchant, super bien écrit. Moi j'ai trouvé ça passionnant, les réflexions qu'elle met en place, enfin incroyable.
Nous avons ensuite Orgueil et Préjugés. Alors ça, oh là là, c'était incroyable aussi. Oh, c'était incroyable. Et je l'ai lu parce que j'ai une amie qui avait lancé son petit challenge de lecture et pour le mois d'octobre, il fallait un livre en haut. Et j'avais que ça, parce que sinon je l'avais dans ma pile à lire en mode je le lirai un jour. Et là du coup je me suis dit je vais le lire et j'étais mais maintenant je veux lire tout le Jane Austen, c'est incroyable, je ne pensais pas que c'était aussi bien. Je sais, tout le monde en vantait les louanges, bien sûr, c'est sûrement très bien, mais pas pour moi. Mais waouh, c'était dynamique, c'était extrêmement drôle, je ne pensais pas du tout. J'étais complètement pris dans leurs aventures, alors que c'est vraiment des gens qui passent de salon en salon pour parler des autres. Lisez Orgueil et Préjugés, quoi. Ne vous retenez pas. Alors, continuons. Voilà, dans un autre thème un peu moins fun, nous avons Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke. Ah, ça c'était génial. C'était génial. Comme ça. C'est un livre d'horreur, enfin un livre novella, enfin un livre très court. Enfin, c'est un échange de mails, en fait, et d'entrée dans des forums, / de messages MSN, enfin, un échange de textes entre deux femmes qui créent une relation affective sur Internet. Donc, c'est un couple lesbien, à une époque, genre début des années 2000, etc. Au départ, parce que l'une veut acheter un objet à l'autre en mode Vinted, et petit à petit, ça commence à devenir plutôt affectif, puis plutôt emprise, jusqu'à ce que ça prenne donc des proportions assez horrifiques. C'était assez admirablement fait, j'ai trouvé. Je la recommande à ceux qui voudraient se lancer dans l'horreur et qui ne savent pas trop par où commencer, un peu comme moi, parce que ça valait vraiment le détour. Donc nous avons le tome 2 du Wanderer que je vais mettre côte à côte avec le tome 3. Le sang de la cité, pour le coup, j'ai trouvé ça très très bon. Je sais que sur le book club, ça n'a pas été unanime, mais pour ma défense, tout le monde l'a comparé à l'Assassin Royal que j'ai lu quand j'étais vraiment en seconde, et je m'en souviens pas du tout surtout. Donc moi j'ai adoré ces personnages, j'ai adoré la cité, la bouffe, le soleil, les personnages, les intrigues. J'étais beaucoup plus dedans, j'étais beaucoup plus dans le mystère que dans Citadin de demain. J'étais beaucoup plus investi dans l'univers du Sang de la Cité et dans le mystère du Sang de la Cité que dans Citadin de demain, mais j'ai trouvé les personnages de Citadin de demain beaucoup plus intéressants et approfondis. Alors là, on arrive dans un autre registre qui est L'ombre du pouvoir de Fabien Cerutti. C'est je crois que c'est comme ça qu'on dit, une uchronie, enfin une réécriture de l'histoire, donc ça se passe au Moyen-Âge. Et on y suit le chevalier de Cosignan, je sais pas, je sais que je me suis dit, genre, à la fin du bouquin, que je disais mal le nom depuis le début. Ah ben c'est bien, Neil, super pour être pris au sérieux. Génial. Un chevalier qui est, bon, moi je trouve assez caricatural, le James Bond de l'époque, quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'intrigue. Donc, il va à un tournoi, et sur les 3 jours du tournoi vont être remplis d'intrigues et de tentatives de complot, d'assassinat, etc. Et il va être un peu au centre. Bon, youtubeur professionnel que je suis n'a pas réalisé que mon téléphone s'était éteint pendant le merveilleux tournage que j'effectuais de cette vidéo. Et je me retrouve aujourd'hui donc, comme vous pouvez le voir, dans une autre tenue. Mais normalement, à peu près dans le même cadre. J'ai essayé de remettre tous les facteurs en place pour essayer de rester le plus fidèle possible à la première partie. It's false. No way. It's totally made up. Pure fiction. Mais voilà, donc j'ai parlé pendant 1 demi-heure dans le vide. C'est pas grave. On continue, vous avez le droit de me lyncher dans les commentaires sur ce manque de professionnalisme. Et nous en étions donc à L'ombre du pouvoir de Fabien Cerutti. Mon gros problème avec ce livre est que j'ai vraiment bien apprécié l'intrigue. C'était très intéressant et assez finement amené. Le gros défaut du livre pour moi,
C'est horrible, mais c'est vraiment la misogynie. Tous les personnages féminins sont soit des bombasses qui du coup forcément veulent coucher avec le personnage principal, soit elles sont ignobles, vraiment c'est des laidrons, mais du coup elles sont lesbiennes, donc elles n'ont même pas envie de coucher avec notre fameux chevalier. Et vraiment ça c'est pas glorieux comme défaut. C'est peut-être spécifiquement ce à quoi sert la Wake Up Pearl. Continuons cette merveilleuse tier list avec We Have Always Lived in the Castle. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris l'intérêt. Il y a des vibes, hein, un peu étranges, un peu malaise. Et elles sont plutôt bien mises en place. À la fin de l'histoire, je me suis dit, quel était l'intérêt de cette histoire? Voilà. Continuons, nous avons ensuite Acceptation. Et ça, j'ai vraiment bien aimé ce tome 3, la manière dont il termine cette trilogie en se centrant beaucoup moins sur l'étrangeté du monde, mais sur les personnages qui le traversent. Et j'ai trouvé ça très fort, la manière dont il tisse des liens entre eux. Dans cette étrangeté, c'était un très beau final à une très belle trilogie que je recommande vraiment. Ensuite, nous avons Here's to Us de... Je crois que c'est Adam Silvero et l'autre, j'ai oublié, c'est la nana qui a écrit Love, Simon, qui écrit donc à 4 mains 2 romans en fait. Ça, c'est Here's to Us, c'est la suite de What If It's Us, qui raconte donc voilà une petite romance queer très simple, hein, vraiment pas prise de tête. J'ai bien aimé le tome 1 et le tome 2, je le trouve à peu d'intérêt. Je trouvais ça limite trop cucu, donc c'est dire. Oh, on continue dans le négatif avec l'Empire d'écume. C'était un essai pour moi de relire du young adulte et c'est pas passé du tout. En fait, c'est drôle parce que je suis quand même allé vérifier. En fait, sur le BookTube anglophone, il est vraiment considéré comme de la fantasy adulte. Et en France, il a été publié par une maison d'édition qui fait du young adulte. Et d'ailleurs, il était rangé au rayon young adulte à la bibliothèque. Donc sur le coup, je me suis dit, oula, c'était pas ce que je pensais. Et en fait, j'ai eu raison de m'inquiéter parce que... alors le mystère est prenant, ça c'est vrai. Mais les personnages sont grosso modo très fades. Et en fait, ce qui m'a perturbé le plus tout au long de ma lecture, c'était le monde que je trouvais être en carton-pâte, quoi. J'y croyais pas, en fait. Je n'arrivais pas à rentrer dans ce monde, même si le mystère m'intriguait. Donc, j'ai quand même été bien déçu parce qu'il a été bien vendu sur Internet, quand même. Je vais peut-être le laisser dans Beach Glamourware, mais il mérite... Non. Non, j'ai quand même passé un moment de lecture pas horrible. Mais j'arrivais pas à me détacher de ça, quoi. Ensuite, nous avons L'étrange traversée du Sardam, qui n'a pas du tout fait l'unanimité sur le book club, sur le Discord. Moi, j'ai bien aimé. C'est souvent... j'ai bien aimé, un peu moins que le premier livre de l'auteur, Les 7 ou 8 morts d'Evelyn Hardcastle. Et là, ça fonctionne. En fait, ce qui m'a un peu bluffé, c'est que j'ai eu vraiment du mal à croire qu'il allait pouvoir avoir une explication rationnelle à tous ces mystères. Et je trouve ça assez fort de m'avoir fait croire ça. Maintenant, oui, c'est pas le roman du siècle. En tout cas, moi, j'étais pris dedans. J'étais pris dans les personnages aussi. J'aimais bien les personnages, honnêtement. J'en garde un bon souvenir. Donc, ça vaut le coup de le laisser en stunning, mais peut-être, voilà, plutôt vers la fin. Ensuite, nous avons Norse Mythology de Neil Gaiman. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une réécriture de plein de contes de la mythologie nordique, de la part de Neil Gaiman, de la part de... Il nous envoie un petit mail. Non, donc de Neil Gaiman. Et c'était le premier livre de lui que je lisais. J'ai beaucoup aimé son style. Il y a un sentiment d'avoir un barde qui raconte une histoire qui est très agréable qui est très agréable dans la lecture, je trouve. Donc ça vaut le détour. Moi en tout cas, j'ai trouvé ça super sympa.
Ensuite, nous avons le temps fut. Je vais mettre là. C'est l'histoire d'un libraire qui tombe sur un recueil de poésie dans lequel il y a une lettre écrite d'un soldat à un autre. Il s'avère que les deux soldats ne peuvent pas exister au même temps. Donc il y a une petite romance autour de ces deux soldats qui est assez sympa. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est la petite collection Le Bélial, là, donc des livres tout courts, ce qui fait que c'est assez rapide à lire. C'est sympa, c'est poétique, c'est pas non plus révolutionnaire et c'est pas très intéressant. Les personnages ils ont pas le temps d'être développés et l'intrigue est pas non plus fondamentalement très mystérieuse. Ça fait beaucoup là, non? Mais c'est sympa, ça change, c'est rare d'avoir de la représentation, donc bon, ça vaut un petit détour, mais c'est pas non plus dingue. Hein. Oh, Manèche de Stéphane Plateau, incroyable, le premier tome de Sentier des Astres qui m'a chamboulé quand je l'ai lu. En plus, je l'ai lu en janvier et il me reste encore en tête. Et ça, c'est pas anodin quand même. J'ai adoré cette lecture. C'est de la fantaisie comme je n'en avais jamais lu. Extrêmement intelligente et du coup très stimulante à lire et qui ne te prend pas par la main. C'est extrêmement bien. J'étais déjà transporté par la prose de l'auteur qui est vraiment sublime. Je trouve que c'est incontournable. Ensuite, nous avons Les Nageurs de la Nuit. C'était vraiment très bien. Donc ça raconte une histoire d'amour entre deux étudiants en Pologne qui se retrouvent autour du roman de James Baldwin, La Chambre de Giovanni. Et donc il y a une petite romance qui se crée entre les deux, sous fond de conflits politiques. Et fondamentalement, bon, le conflit politique, il est assez peu présent dans le livre. Je trouve qu'il est très vendu dans la 4e de couverture, mais au fond, c'est surtout lieu de débat entre les deux personnages. Et pour moi, c'est principalement une histoire de coming out, tout simplement, à soi-même et aux autres. Et c'est une très belle histoire, c'est une très belle réussite à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a un peu de mauvais marketing derrière. C'est pas vraiment une romance, c'est pas vraiment un roman historique, c'est pas vraiment un roman politique. Mais il y a un peu de ça. Donc si vous aimez les mélanges, c'est un très bon mélange et c'est plutôt bien écrit. J'ai vraiment passé un très bon moment. Alors, ensuite, Le Héros des siècles. Allez, je le mets là-dedans. Je vais pas vous raconter l'histoire du tome 3 de Fils des Brumes. Mais sachez que tout le monde parle du tome 1, mais moi je trouve que ça vaut carrément le coup de continuer. La première trilogie vaut carrément le détour. La deuxième, je trouvais limite encore plus sympa. J'avais pas trop aimé le monde en fait, dans lequel se déroulait Fils des Brumes, première époque. Le monde de la deuxième époque est plus sympa pour moi, en tout cas. Nous avons ensuite le tome 1 de Nevermore. Ah, j'ai bien aimé. Allez, ça vaut un stunning. Nous avons ensuite Arrête avec tes mensonges. Ah, j'ai vraiment beaucoup aimé. Allez, ça va. Allez, côte à côte avec Panoïdis Pasco. C'est l'histoire donc de Philippe Besson et son histoire d'amour du lycée, fin de lycée. Avec toute la dureté que ça implique, toute l'intensité aussi que ça implique. C'était très beau, assez émouvant. Ouh, Lovecraft Country, je n'ai pas du tout aimé. Non, c'est faux. J'ai été déçu. J'avoue que j'aime beaucoup l'univers de Lovecraft et je m'attendais à quelque chose de bien. Olé. À quelque chose de bien. En vrai, c'est donc une série de nouvelles qui se passe dans les années 50, je crois, autour d'une famille noire dans les États-Unis. Donc il y a tout plein de questions de racisme et de questions d'horreur cosmique un peu. C'est très, parfois un peu ridicule dans l'horreur, mais c'est ça que j'ai trouvé dommage. Et peut-être que c'est juste que c'est pas le genre qui me plaît, mais en fait, ce qui me sortait à chaque fois des moments d'horreur qui auraient pu être flippants, c'était que les personnages étaient blasés. Ils s'en foutaient, ils étaient à peine menacés. Enfin, du coup, je m'attachais pas aux personnages.
Je m'attachais pas vraiment aux situations, j'en avais marre. C'est grosso modo assez décevant et je trouve qu'il m'a été un peu survendu. Ou alors mal vendu, enfin, c'est pas un livre d'horreur à proprement parler. Hop, il n'y a aucun doute que Piranesi est ma meilleure lecture de l'année. Je dis aucun doute comme si j'avais pas réfléchi vraiment 45 minutes avant. Mais vraiment, j'ai adoré cette lecture. J'ai été pris de A à Z. J'ai trouvé la prose en anglais de Susanna Clarke magnifique. Le personnage de Piranesi en français. Et je pense un de mes personnages préférés de la littérature depuis que j'ai commencé à lire. C'était pour moi une réussite de A à Z. C'était incroyable. J'adore le monde qu'elle a tissé. J'adore les personnages et le mystère. Et à quel point on est nous-mêmes partie prenante de ce mystère. Et c'est vraiment une masterclass pour moi. Franchement, faites-vous plaisir hein, et lisez Piranesi. C'est court et c'est sublime. Bon, je le survends évidemment et du coup les gens vont le lire et vont dire « Tu sais pas aussi bien que tu l'as vendu ». Mais vraiment, moi j'ai adoré. Continuons. Nous avons 13 Stories. C'est aussi un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles qui a été écrit par l'auteur d'un podcast que j'adore, qui s'appelle The Magnus Archive, où c'est pareil, c'est une anthologie d'horreur, donc c'est chaque épisode une nouvelle d'horreur, et il y a un fil rouge qui se tisse au fil de la saison, et donc il y a 5 saisons, donc le fil rouge prend de plus en plus de place. C'est incroyable, le jeu d'acteur est top, l'écriture est top, il y a de la représentation, enfin c'est vraiment je pense le meilleur podcast que j'ai jamais écouté, et du coup, j'avais envie de lire un livre de l'auteur. Et je trouve que c'est peut-être une bonne porte d'entrée, si vous voulez pas faire le podcast. C'est aussi donc un recueil de nouvelles avec un fil rouge. On suit en fait plein d'habitants d'un immeuble qui sont invités à dîner chez le propriétaire de l'immeuble, qui a donc construit le bâtiment. Et il se trouve qu'à la fin de ce dîner, c'est ce qu'on apprend dans les premières pages, on apprend qu'il y a eu un meurtre du coup pendant ce dîner, que le propriétaire est mort et que aucun des participants ne se souvient de ce qui s'est passé. Et donc on suit en fait chacun des invités vivre une situation paranormale et recevoir l'invitation à la fin. Et donc pendant tout le roman, il y a cette tension qui monte petit à petit, mais pas très vite, puisque du coup à chaque fois on est ramené avec un autre personnage qui ensuite reçoit l'invitation et ramené, etc. Donc c'est lent et à un moment on a envie d'avoir ce dîner. C'était assez bien fait. Honnêtement, ça vaut le détour. C'est de l'horreur intelligente, je trouve. Ensuite, le chant d'Achille. Le chant d'Achille, en fait, le chant d'Achille, c'est très bien. Évidemment, tout le monde le survend sur Internet, tout le monde en a entendu parler. Et je pense que je l'aurais lu seul, sans aucune influence extérieure, sans savoir que tout le monde l'a aimé. Je pense que ça aurait été un coup de cœur. Là, de savoir que tout le monde en parle, tout le monde le survend, j'ai envie limite de dire, oui, enfin, c'est pas non plus incroyable, alors que c'est bien. Ça vaut évidemment le détour. La plume de Madeline Miller est magnifique, ça, il n'y a pas besoin de le rappeler. J'avais adoré Circé, qui était vraiment super, et je pense que j'ai préféré Circé au chant d'Achille. Ensuite, j'avais oublié, tiens. Je sais, pourtant j'ai vraiment beaucoup aimé. Un bref instant de splendeur, c'était vraiment bien. C'est Ocean Vuong, je sais pas trop comment on prononce, qui écrit à sa mère, qui ne sait pas lire, sa vie à lui, sa vie à elle, la vie de sa grand-mère, leur vie à trois aux États-Unis. C'est très beau, il y a tout aussi une thématique autour de son homosexualité. Enfin, c'est extrêmement poétique, hein, c'est vraiment la limite de la poésie en prose par moment. Et le seul reproche que je ferais à ce récit, c'est malheureusement que c'est parfois tellement poétique que je ne comprenais pas, alors même que c'était en français. L'écriture est très très belle, c'est très émouvant, c'est très éprouvant parfois, c'est dur et en même temps très touchant. Enfin, c'est très court, ça vaut vraiment le détour.
allez-y, lancez-vous, moi j'ai adoré. Continuons, et on s'approche de la fin. Nous avons une autre lecture du book club de Paper Palace qui est Zephyr Alabama, que j'ai adoré aussi. Dans Zephyr Alabama, on suit l'histoire d'un enfant qui, avec son père, tombe sur un cadavre attaché à une voiture qui tombe dans le lac. Et pendant tout cet énorme roman, il va y avoir ce mystère en fond de qui est mort et pourquoi. Mais fondamentalement, c'est une série un peu de vignettes de personnages auxquels on s'attache, mais profondément. C'est l'enfance comme je ne l'avais jamais lu. Ça m'a donné envie de retourner vraiment dans ma vie d'enfant. C'est la joie de se raconter des histoires, c'est la joie d'en écouter, c'est la joie de l'enfant, c'est la magie même du regard de l'enfant sur le monde. Il y a toutes ces questions parfois qu'on se pose quand on lit du coup le récit du narrateur, qui est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est l'enfant qui imagine? Et c'est incroyable comme roman, moi j'ai trouvé ça génial. Alors, bon, il nous reste 2 livres du coup, puisque je vais pas faire les 2 derniers que j'ai arrêté en plus assez tôt dans la lecture. Nous avons le premier tome de L'Assassin de Martha Wells. Il m'a été un peu survendu alors. Je n'ai pas compris toute la pub qu'il y avait autour de ce livre. Enfin, il est encore une fois, je m'entendais parler partout. Et c'est vrai que le personnage donc de l'assassin est assez drôle, assez inattendu, assez sympathique. Mais il n'y avait pas beaucoup d'histoire. Hein. Je me suis limite fait chier. Je vois pas trop l'intérêt. J'ai pas aimé en fait. Bon, peut-être que 6 catégories c'était trop. Voilà, on a enfin la réponse à la fameuse question. Et le dernier roman de cette tier list et de cette année 2023, c'est donc le tome 4. Le tome 4, de Brandon Sanderson. Je crois qu'au vu de tout ce qu'il y a là dans le You're Perfect, je vais les descendre. J'ai beaucoup aimé ce premier tome dans la deuxième ère de Fils des Brumes. J'ai l'impression que c'est pas très populaire, en tout cas en France, de lire la deuxième ère, et de lire d'ailleurs au-delà du tome 1. Mais moi, je continuerai de le dire. Continuez à lire. Voilà. J'en ai fini pour cette tier list. J'en ai fini avec cette tier list. Et c'était fun, non? En tout cas, moi, j'adore faire ça. Ça me fait marrer, je l'aurais fait tout seul. Donc, au moins, vous étiez là pour partager ce merveilleux voyage. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez un peu rigolé parce que ça reste un petit peu mon objectif quand même de faire rire les gens. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Qui l'eût cru? Je vais essayer d'en faire d'autres. J'imagine que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi mettre des commentaires, ça me fera plaisir de les lire. Et puis, moi je vous retrouverai donc dans une prochaine vidéo, comme on dit. Et à très vite. Bye.